sommes le 12 décembre 2018. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Pierre Nkurunziza devra se rendre au sommet des chefs d'État du 27 décembre s'il veut un sommet extraordinaire sur le Rwanda et le Burundi. C'est la réponse de Yoweri Museveni à la demande du président burundais. Il faut redoubler de vigilance pour contrer les attaques venant du Rwanda. C'est l'ordre donné par Pierre Nkurunziza au gouverneur des provinces frontalières avec son voisin du Sud, tandis que de son côté, le président rwandais lance un avertissement à quiconque le provoquerait en attaquant son pays qui ne s'en sortira pas. Et puis, nous sommes le 12 décembre, l'occasion de parler de la 3e commémoration des victimes de massacres des 11 et 12 décembre 2015 au Burundi. Encore une fois, bienvenue, page politique pour commencer ce journal. L'organisation d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la sous-région doit être discutée dans le sommet ordinaire prévu le 27 décembre. C'est la réponse de Yoweri Museveni à Pierre Nkurunziza. Le président burundais avait exigé à Museveni d'organiser un sommet extraordinaire pour discuter du conflit entre le Burundi et le Rwanda. Dans sa réponse, le président ougandais rappelle à Nkurunziza des sacrifices consentis dans le passé pour parvenir à la paix au Burundi et ailleurs. Franck Kadze pour les détails. Yoweri Museveni précise à Pierre Nkurunziza qu'il écrit la lettre en tant que président de l'Ouganda et médiateur dans le conflit burundais. Museveni commence par informer Nkurunziza qu'il n'a pas encore soumis la question d'un sommet extraordinaire aux autres chefs d'État de la sous-région. Il indique qu'elle sera incluse dans l'agenda du sommet ordinaire du 27 décembre si toutefois les autres sont d'accord. La lettre rappelle que l'accord d'Arusha était la base des solutions aux crises cycliques burundaises depuis l'assassinat de Rwagasore en 1961, accord soutenu par la sous-région qui a contraint Pierre Buyoya a signé. Museveni dit ne pas douter que la CNDI, ici il s'agit sans doute d'une confusion avec le CNDD-FDD, a pris les armes pour obliger Buyoya à accepter le dialogue. Mais le président ougandais ajoute que le CNDD-FDD n'est pas arrivé à Bujumbura par la force des armes, mais grâce au dialogue, tout comme les autres groupes armés. Dans cette lettre, Museveni dit à Nkurunziza « Vous m'avez demandé si je pouvais m'asseoir avec des putschistes et des terroristes ». Eh bien, ma réponse est oui. Il dit que si les mouvements révolutionnaires qu'il a créés les 53 dernières années n'avaient pas accepté de s'asseoir avec des putschistes et des terroristes, l'Ouganda n'aurait pas la stabilité dont il jouit aujourd'hui. C'est comme cela que les choses changent, dit-il, ajoutant « Il faut faire la guerre quand c'est nécessaire et dialoguer quand c'est nécessaire ». Il dit « J'ai même accepté de négocier avec Joseph Kony qui avait massacré des gens ». Couper leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas les horreurs qu'ils commettaient et couper leurs lèvres pour qu'ils ne parlent pas des crimes dont ils avaient été témoins. Museveni dit à Nkurunziza « Vous m'avez demandé pourquoi le président Kagame ne dialogue pas avec les génocidaires. Je ne suis pas son porte-parole, mais il suffit d'une petite réflexion pour voir la différence entre des putschistes et des génocidaires. Des putschistes prennent le pouvoir par des voies non démocratiques, alors que les génocidaires, eux, tuent des gens pour exterminer en groupe, alors que ce sont des enfants de l'Afrique. Il dit « Même chez nous, les Obote, Amin et Okello ont tué plus de 800 000 personnes de 1966 à 1986, mais nous n'avons jamais prononcé le mot génocide parce qu'ils n'ont cherché à exterminer ni les Baganda ni les Banyankole, mais juste se débarrasser de ceux qui les combattaient et terroriser les autres pour les assujettir. Pour Museveni, il est nécessaire de discuter du conflit entre le Burundi et le Rwanda. Selon lui, ça cadre même avec l'objectif du marché commun des pays de la sous-région. Parce que, dit-il, c'est la libre circulation des biens et des personnes qui permettra de créer la richesse pour lutter contre la pauvreté, créer des emplois, rentrer dans l'ère des nouvelles technologies et encaisser des taxes. Pour lui, l'ennemi numéro 1 des pays de l'EAC, c'est l'impérialisme, et celui qui fait semblant de l'oublier en distrayant les autres par de petits problèmes se trompe. Dans cette lettre, le médiateur dans la crise burundaise se dit heureux que Nkurunziza dise que la paix règne au Burundi, mais il lui dit que cela ne doit pas occulter le fait que le problème principal est le non-respect de l'accord d'Arusha qui avait permis de ramener la paix et dont les garants sont les pays de la sous-région avec qui il faut s'asseoir ainsi qu'avec d'autres Burundais pour discuter des problèmes qui minent le pays. Pour Museveni, ce n'est pas nécessaire de dire « ici c'est mon pays, c'est chez moi et les voisins n'ont pas à s'en mêler ». Pour lui, le Burundi a toujours appartenu au Burundais, il n'a jamais appartenu à Museveni ou à quelqu'un d'autre. Mais il dit « certains facteurs dans le passé nous ont obligés à y intervenir justement pour que le Burundi reste entre les mains des Burundais ».
Pour terminer, Museveni dit à Nkurunziza que même si ceci ne se trouve pas dans votre lettre, je voudrais vous dire que gouverner ne signifie pas gouverner pour un seul groupe. Même un mouvement de libération doit gouverner pour tout le monde. Ce mouvement se distingue d'un groupe terroriste par les nobles fondements qui l'ont créé et sa manière de faire. Pour lui, un mouvement qui use de la violence en distinction en tuant des femmes, enfants, vieux et des citoyens désarmés est pareil à un groupe terroriste. User de la violence pour faire changer les choses, dit-il, ne fait que les empirer. Au regard du passé de nos pays, conclut-il, nous devrions faire preuve de flexibilité afin de résoudre nos problèmes qui, somme toute, sont simples, mais qui sont devenus compliqués à cause de mauvais dirigeants. Merci beaucoup Franck Kadze. Le président burundais Pierre Nkurunziza demande aux gouverneurs des provinces frontalières avec le Rwanda de redoubler de vigilance face aux actes de guerre contre le Burundi. C'était au cours d'une réunion du chef de l'État avec les gouverneurs des provinces. Pierre Nkurunziza n'a pas manqué de préciser que le Rwanda mène des attaques sur le Burundi pour déstabiliser le pays. Suivez le porte-parole du président Jean-Claude Kalegwa. Le chef de l'État a aussi évoqué les relations entre le Rwanda et le Burundi, des relations qui sont aujourd'hui en berne, surtout à cause des actes de guerre posés par l'État rwandais. Et ici, le chef de l'État demande aux gouverneurs de province, surtout aux gouverneurs des provinces frontalières, de redoubler de vigilance pour que ces actes de guerre posés par l'État rwandais ne puissent saper les efforts de paix de sécurité qui sont faits par ces gouverneurs de province. Le chef de l'État a aussi demandé aux gouverneurs de province de collaborer avec d'autres responsables de l'éducation, de la justice, de la sécurité, pour s'assurer que la paix et la sécurité soient consolidées sur toute l'étendue du territoire. Il leur demande d'être vigilants, d'observer certains phénomènes nouveaux, certains phénomènes marginaux, comme la consommation des stupéfiants dans les milieux scolaires, où on observe aujourd'hui certains adolescents dans les milieux scolaires qui s'adonnent à la consommation des stupéfiants et qui coûtent souvent plus cher. Et il faut donc essayer d'identifier les canaux par lesquels passent ces stupéfiants et essayer de faire en sorte de prévenir, car il vaut mieux prévenir que guérir. De retour au Burundi, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, a tenu un point de presse ce mercredi pour démentir le contenu du film documentaire de la BBC qui a mis au grand jour certains lieux secrets où s'opèrent des crimes comme la torture. Il a indiqué à la presse que le contenu du film est mensonger. Et par rapport au sang qui a été montré dans ce documentaire, Sylvestre Nyandwi dit qu'il s'agissait du sang de chèvre que les musulmans avaient égorgé pour leur fête. On l'écoute. Après la diffusion de ce reportage, le ministère public a mené des investigations afin de vérifier les faits relatés dans ce documentaire de la chaîne de télévision britannique BBC. Après analyse des éléments de ces investigations, nous voudrions apporter un démenti formel des faits relatés dans ce documentaire et notre démenti est soutenu par les éléments suivants. La maison décrite dans la vidéo est pour le moment gardée par la police et aucun agent du service national de renseignement n'y est présent. Une mesure qui a été prise après la saisie d'une grande quantité d'armes à feu dans cette maison en date du 27 novembre 2015. À cette date, une tentative d'assassinat a été perpétrée contre l'honorable Zenon Daruvukanye, élu de la circonscription de Bujumbura, et consécutivement à cette tentative d'assassinat, des personnes avaient été appréhendées et une des personnes arrêtées avait révélé cette cache d'armes. Un dossier pénal portant le numéro RMP 15351/HL a été ouvert à charge des auteurs de la tentative, à savoir Nakarutimana Eric et Ndayisenga Félix, qui furent condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans de servitude pénale par le tribunal de grande instance de Mukaza en date du 28 février 2018 sous le numéro RPC 062
au moment où le nommé Kazé Prosper, qui est parmi les auteurs, est encore recherché. Il est donc ahurissant de constater qu'un présumé criminel en cavale du nom de Kazé Prosper, poursuivi dans ce dossier, soit le même qui donne des témoignages dans ce reportage, ce qui confirme son caractère mensonger. Cela renforce l'idée qu'il relève de la pure manipulation. Après avoir interrogé les domestiques du propriétaire d'une maison voisine et des voisins de l'immeuble en cause, nous avons été amenés à conclure que les faits relatés ne se sont jamais produits dans cette maison ni dans ses alentours. Le liquide montré dans la vidéo n'est que du sang de chèvre abattu par un musulman voisin de la maison lors de la fête d'El Aïd, comme l'a déclaré lui-même, ses domestiques qui ont abattu ces bêtes ainsi que les voisins. Quant aux prisons dites clandestines disséminées dans divers coins du pays, dont il est fait état dans la vidéo, les auteurs de la vidéo l'affirment sans apporter la moindre preuve de leur existence. Ils confondent les postes de police et certains services étatiques avec les prisons, alors que celles-ci sont implantées dans des localités officiellement connues. Par ailleurs, depuis qu'il a été fait état de prisons clandestines dans différents rapports sur les droits de l'homme et dans les médias, lesquels rapports ont été rejetés et démentis par le gouvernement, la police a eu l'occasion de faire visiter les différents médias et les observateurs des droits de l'homme de l'Union africaine les différents endroits pointés du doigt, et ces derniers ont pu se rendre compte que ces accusations étaient infondées. Il y a déjà 3 ans que beaucoup de Burundais ont été massacrés sauvagement dans les différents quartiers de Bujumbura qui ont contesté le 3e mandat de Nkurunziza en date du 11 et 12 décembre 2015. Une messe a été célébrée en mémoire de ces victimes de cette période par des réfugiés vivant à Kigali, au Rwanda, ce mardi. C'était au centre Christus de Remera. Reportage signé Rodrigue Gandekunami. Les femmes, les parents, les jeunes vivant à Kigali au Rwanda se sont joints au centre Christus de Remera pour une messe de commémoration de 3 ans déjà passés. Beaucoup de Burundais ont été assassinés sauvagement par des policiers, des militaires ainsi que des Imbonerakure dans les différents quartiers qui ont contesté le 3e mandat de Pierre Nkurunziza en date du 11 et le 12 décembre 2015. Cédric Mukeshimana est le rescapé du massacre du 11 décembre 2015. Venir ici à l'église Christus, je suis venu pour prier en mémoire de mes amis qui ont été tués. Ils ont été tués par des gens qui sont censés être leurs protecteurs. Ils ont été tués par des policiers, des militaires, des Imbonerakure du président Nkurunziza. Mes frères, non, mais il y a des amis, mes collègues de classe. C'est pourquoi je suis venu ici en leur mémoire. Patrice Nadohoka, président des réfugiés vivant à Kigali, a demandé aux réfugiés burundais partout où ils sont dans les différents pays d'être solidaires et d'avoir un esprit de fraternité. Même si on est en exil, nous avons gardé notre langue. Nous n'avons pas changé. Ce conseil est très important. Évitez les accrochages entre vous. C'est très dangereux plus que les génocidaires. Il faut être solidaire. Le prêtre nous a expliqué qu'il faut éviter de parler des choses inutiles. Plutôt, il faut parler en langue qui construit pour l'avenir. Même si on est en deuil des Burundais qui ont été tués, il faut toujours garder de l'espoir que demain, nous commémorerons chez nous au Burundi. Dans les lectures saintes d'aujourd'hui, nous sommes sûrs que les victimes sont au ciel. Tuer un enfant qui dort, c'est vraiment honteux. Ses péchés seront pardonnés. Ils n'étaient pas des rebelles, c'est vraiment honteux. L'un des avocats des victimes des disparitions, des assassinats qui continuent à se produire au Burundi tranquillise les familles qui ont perdu les leurs durant le 11 et le 12 décembre 2015 car toutes les preuves sont déjà déposées devant la Cour pénale internationale CPI.
Ceux qui ont massacré les Burundais en date du 11 et 12 décembre, ce dossier se trouve parmi d'autres dossiers qu'on a déposés à la Cour pénale internationale. Ces dossiers sont en cours d'enquête du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Et vous savez bien que l'enquête est en cours. Et nous sommes en train de rassembler toutes les informations pour les envoyer aux enquêteurs de la Cour pénale internationale. Et nous sommes confiants qu'un jour la justice pourra poursuivre les auteurs, les commanditaires et les exécutants de ces Burundais assassinés sauvagement en date du 11 et 12 décembre jusqu'à même aujourd'hui. La célébration d'une messe en mémoire des victimes a été célébrée au centre Christus de Remera pour les Burundais vivant à Kigali et à la paroisse de Nyamata pour les Burundais vivant à l'est du Rwanda. La semaine de deuil des Burundais qui ont péri en date du 11-12 décembre 2015 est une façon de rappeler les Burundais que le combat qu'ils ont engagé n'est pas encore fini et qu'il faut conjuguer les efforts pour arriver en objectif visant à préparer leur avenir. Eric Gustave Bizimana, un des organisateurs de la semaine. Le 11 décembre et aussi le 12, le Burundi a connu, je dirais, une période qui n'était pas bonne, là où des milliers de jeunes qui résidaient dans des quartiers qui sont manifestés contre le troisième mandat et ont été massacrés. On les trouvait dans les ménages, on les tuait, soit disant qu'ils étaient des lobbies qui avaient attaqué des communautés dans la capitale. Bon, et chaque année, le 11 décembre et le 12, la communauté des Burundais en exil commémore cette journée en mémoire de nos leurs perdus. Donc, on avait comme objectif de montrer déjà que nous sommes encore là et que ceux qui ont pu s'exiler existent encore et qu'ils pensent à leur objectif de ce qui les avait poussés à manifester contre le troisième mandat. Donc, c'est un signe de se manifester qu'il existe encore. Page agriculture et élevage pour poursuivre ce journal dans la suite de nos éditions ultérieures sur l'esprit d'entreprise des Burundais réfugiés au sud du Rwanda. Il y a une femme burundaise qui s'est engagée dans l'élevage des poules pondeuses d'origine belge. Le point avec Thierry Wigirindabzi. Les Burundais réfugiés au Rwanda n'ont pas croisé les bras malgré la situation d'exil. Ils ont fait travailler leurs ménages pour entreprendre des activités génératrices de revenus afin de subvenir aux besoins quotidiens. C'est le cas d'Anita Irakoze, une femme burundaise réfugiée à Gahogo dans le district de Nyanza. Elle s'est lancée dans l'élevage de poules pondeuses d'origine belge. Elle raconte son histoire avec ses poules et comment elle a pu faire ce type d'élevage. Le projet de cet élevage est venu petit à petit. J'ai d'abord étudié le projet, puis vérifié si je peux avoir un capital pour démarrer l'activité, sans pour autant avoir tout ce qu'il faut, mais dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Au début, nous avons adressé notre demande à l'Agrotech. C'est une société qui importe ses poussins de la Belgique. Après avoir payé, l'Agrotech a amené ses poussins vieux d'un jour à l'aéroport de Kanombe. Nous avons côtoyé d'autres éleveurs de poules pondeuses et nous avons appris quelques pratiques de son métier. Du jour au jour, nous continuons d'apprendre aux autres. Madame Anita Irakoze conseille aux autres Burundais en exil d'avoir un sens d'entrepreneuriat pour faire face à la situation de leur nouvelle vie en exil. Ainsi, ils pourront échapper au désespoir qui s'est déjà révélé contre-productif. Normalement, on devrait s'adapter aux contraintes de la vie. On ne peut pas échapper. Sombrer dans le désespoir à cause des difficultés de la vie n'est pas pour autant une solution. Tu dois plutôt affronter ces difficultés et t'adapter avec le temps. C'est pour cela que je conseillerais aux autres réfugiés de ne pas se laisser à la merci du désespoir. Oui, nous sommes en exil, mais nous devons entreprendre une activité génératrice de revenus. Notre survie en dépend et seule de nos familles.
Elle possède un troupeau de 527 poules pondeuses qui peuvent produire entre 425 et 450 œufs par jour. La valeur de ces œufs couvre en effet toutes les charges demandées par l'activité et dégage même un bénéfice qui couvre d'autres charges de la famille Anita Irakose. Merci beaucoup Thierry Bigrindavier. Maintenant, page culture. La synergie des jeunes réfugiés burundais exilés à Kigali procède à la préparation de la fête d'Umuganuro. Une occasion de rassembler les Burundais pour se souvenir des bonnes mœurs du passé, comme l'indique Eric Gustave Bizimana, un des organisateurs de la fête. En tant que membre organisateur de la fête de Semaï du Ankirundi Umuganuro, nous sommes assis ensemble. Et puis nous avons pensé à ce qu'on pouvait faire pour qu'on puisse raviver l'esprit des Burundais, puisque la fête de Semaï, c'était une fête qui se faisait au Burundi à l'époque royale. Mais aujourd'hui, quand on regarde au Burundi, cette fête n'est plus. Et puis on a pensé comment nous pouvons rassembler les jeunes, partager ensemble, et que ce soit les boissons, les nourritures traditionnelles, et aussi rassembler pas mal de peuples burundais qui sont réfugiés ici. Comme vous avez entendu, la synergie des jeunes burundais qui se trouve ici au Rwanda est composée de différentes organisations. Il y a entre autres le groupe de jeunes burundais qui font des études ici au Rwanda. Il y a des groupes culturels d'ici à Kigali, à Nyamata, à Mahama. Tous ensemble, ils sont là pour organiser cette fête. Aussi, nous avons des partenaires externes qui nous appuient, que ce soit du côté financier ou bien du côté technique. C'est pour la deuxième fois que nous organisons cette fête, puisque l'année passée, on l'avait fait et on s'est fixé comme objectif de célébrer cette fête chaque année au mois de décembre. Dans son discours de la clôture du séminaire des militaires de la 5e division, c'est à l'ouest du Rwanda, le président Paul Kagame a averti que celui qui mènera des attaques contre ce pays ne retournera pas chez lui et que ceux qui souhaitent un mauvais sort pour le Rwanda n'auront aucune importance. Suivez-le. Ce que vous entendez ici et là n'a pas d'importance. Ce ne sont que des paroles qui s'envolent, des mauvais souhaits pour le Rwanda par des prières. Qu'il fasse ce qu'il veut, mais un jour où il se trompera, amenant des attaques contre nous, il ne retournera pas chez lui. Impossible. Il sera capturé, mort ou vivant. C'est comme ça. Ce qui est beau dans notre culture en plus, on n'a pas l'habitude de provoquer. Nos militaires n'ont jamais provoqué. Même ceux qui lancent des injures contre nous, on les ignore. On attend à ce qu'ils dépassent la limite. Je me dis que lorsque cela se produira sur le sol rwandais, là, on pourra réagir. Le ministère de la Santé au Rwanda a octroyé des motos et des ordinateurs à tous les centres de santé du Rwanda. C'est dans le cadre des campagnes de vaccination. Le point avec Rodrigue Ndikunami. 217 motos et 504 machines de bureau ont été distribuées par tous les centres de santé du Rwanda par le ministère de la Santé. Les directeurs des hôpitaux avec lesquels nous nous sommes entretenus affirment que les matériaux seront utiles au bon renforcement de leur travail. Il y a des enfants qui ne terminent pas les phases de vaccination, la cause pour laquelle on devait nous rendre dans certains coins pour nous assurer du pourquoi et ça nous épuisait. Avoir ces motos nous permettra de nous rendre dans différents endroits et ces enfants pourront être vaccinés. Ces ordinateurs nous aideront à conserver nos statistiques. Vous savez que ce sont des statistiques qui nous aident à prendre des décisions. Donc ces machines nous serviront à bien les conserver afin de ne pas les perdre. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda arrive à taux de 95% dans le cadre de vaccination. La directrice générale du centre biomédical du Rwanda, Dr Janine Kondo, promet que ces matériaux les aideront à atteindre un taux de 100% de succès. Nous arrivons à un stade satisfaisant. Il nous reste seulement 5% et je pense que ces motos nous aideront à toucher différents endroits et y faire parvenir les vaccinations.
Les matériaux fournis par le ministère de la Santé ont été achetés en collaboration avec le gouvernement du Rwanda et Gavi, qui est un centre international rehaussant l'accès à la vaccination des pays en voie de développement. Merci beaucoup Rodrigue Ndikungami. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.